Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et plus précisément une nouvelle vidéo de ma série où j'analyse avec vous ensemble l'actualité du monde de la photo et de la vidéo, des articles de web magazines, de sites internet, de blogs, de revues photos, bref tout y passe et puis on en parle ensemble, on les critique. Alors on commence tout de suite avec une news de Sony qui fait des boîtiers assez incroyables et qui nous parle donc du Sony A9, donc répertorié par le blog photo.net. Alors le Sony, il a pour titre « Le Sony A9 est tellement rapide que vous pouvez faire une vidéo à partir d'images fixes ». Tiens, ça ne vous dit rien? Moi en tout cas, j'entends Magic Lantern là-dedans. Et oui, puisque Magic Lantern, en fait le RAW vidéo fonctionne suivant une séquence d'images fixes. Voilà, je vous ai déjà assez saoulé avec ça sur cette chaîne, donc je vais vous épargner. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo qui se nomme filmé en 4K RAW avec Magic Lantern. Le Sony donc voilà A9 est un appareil photo assez impressionnant car c'est le premier boîtier sans miroir qui peut réellement concurrencer ces deux réflexes haut de gamme ou le Canon 1DX Mark II qui est donc le meilleur appareil boîtier chez Canon et le Nikon D5. De plus, il est doté de nombreuses fonctionnalités dont un mode rafale sans période d'aveuglement de 20 images par seconde. Alors sans période d'aveuglement, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir d'image noire entre, c'est-à-dire que eh bien, le buffer va pouvoir encaisser et 20 images par seconde, vous l'aurez compris et deviné, c'est presque 24 images par seconde, soit le nombre d'images qu'il faut pour que eh bien, on ait une séquence d'images qui crée une vidéo, tout simplement. Et du coup, l'article met en lien une vidéo d'un photographe qui s'est amusé, en fait, on lui a permis de tester le A9, et il s'est amusé, en fait, il s'est dit, tiens, si je peux prendre une rafale à 20 images par seconde, si j'arrête pas de le faire, genre le gars avait plus de 10 000 images, par contre ça devait être galère, tout comme Magic Lantern, à monter après par la suite, parce que voilà, les logiciels ne sont pas adaptés et tout, pour faire tout simplement, en plus ça doit être des fichiers extrêmement lourds, mais par contre on peut avoir eh bien, une extrêmement bonne qualité, puisqu'on aura la qualité photo du boîtier Sony en vidéo. Voilà. Bon après voilà, le procédé n'est pas tellement innovant que ça, puisque ça existe depuis longtemps déjà dans les caméras de cinéma, mais c'est pas du tout le même budget par contre. Mais rappelons tout de même que ce boîtier donc sans miroir est disponible pour environ 5 300 €. Vous avez bien entendu, 5 300 €. Donc, en plus, c'est le boîtier nu. Hein. On n'est pas là pour déconner. Bon, après, voilà, dans l'article, il le compare au Canon 1DX, qui lui vaut 6300 balles. Hein. Ça, j'ai jamais compris. Si quelqu'un connaît, sait pourquoi un Canon 1DX coûte si cher, qu'il me le dise. Alors qu'il ne me sorte pas l'argument qu'il est tropicalisé ou qu'il peut faire énormément de photos. Hein. Ça vaut pas la différence de prix entre le 5D Mark III et le 1DX. Enfin bon, si quelqu'un trouve, pourquoi pas. En plus, le 1DX, il a pas Magic Lantern. Et ouais, l'écran est moche. DxOMark met à jour son protocole pour tester ses caméras de téléphone intelligent. Un article référencé encore par le blog photo.net. Donc DxOMark, c'est le célèbre site qui permet de noter les objectifs et le couple boîtier-objectif. Ça, vraiment, allez-y si vous voulez acheter un appareil photo ou un objectif. Allez-y, c'est un site une sorte de laboratoire derrière, qui teste tout de façon très scientifique, très méthodique, tous les appareils avec différents couples objet-boîtier et qui vous donne en fait une note sur 100 à la fin, suivant, il va y avoir les aberrations chromatiques, la netteté suivant l'ouverture, etc. Il y a des diagrammes, c'est très très bien fait. En plus, ils ont rénové leur interface récemment, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil en tout cas. Et donc là, ils ont mis à jour leur protocole pour tester justement les téléphones intelligents, donc les smartphones, parce qu'en fait, c'est des technologies évolutives et qui sont un petit peu différents aussi des appareils photo classiques, entre guillemets, puisque ils n'ont pas du tout la même taille de capteur. Du coup, on ne peut pas prendre en compte, on ne peut pas faire exactement les mêmes tests pour un réflexe et pour un smartphone. Voilà, l'article nous dit que Clément Viard, directeur principal de l'évaluation de la qualité de l'image chez DxOMark, nous explique que chaque mobile qui a été testé entre 2012 et maintenant, vous pouvez les comparer car nous avons suivi le même protocole. Mais la technologie a changé si rapidement au cours de ces 5 dernières années que nous avons dû modifier le protocole. Voilà. Et puis, pour chaque smartphone testé sous le nouveau protocole, alors il ne nous donne pas beaucoup plus d'infos, hein, mais DxOMark lancera plus de 1500 photos et plus de 2 heures de vidéo. Voilà, comme test. Et le résultat est un rapport de plus de 100 pages tout de même, qui sert de base aux examens et aux résultats que vous voyez sur le site de DxOMark. Ce qui demande quand même un boulot phénoménal. Article suivant, répertorié encore une fois par le blog photo.net, qui se nomme « Comment fut créée la photo la plus populaire lors de l'éclipse du soleil aux États-Unis ». Alors je vais vous l'afficher à l'écran, et c'est vrai qu'elle est tout de même
incroyable. C'est une situation de lumière qu'on ne peut pas recréer naturellement, ou alors avec des flashs, tellement la source est puissante. On a une situation de contre-jour avec cette éclipse, et c'est assez magnifique. Et même le choix du photographe d'avoir mis cette teinte bleue, eh bien, marche extrêmement bien. Je ne sais pas si avec une autre teinte de couleur, par exemple, ça aurait aussi bien marché. D'ailleurs, donc, de l'article nous dit qu'aux États-Unis, voilà, des millions d'individus ont eu la chance d'assister à l'éclipse totale du Soleil. Une photo est sortie du lot des autres images. Elle fut créée par les photographes Ted Hesser et Andrew Studer. Columbia Sportswear, j'ai du mal avec l'anglais, hein, comme vous le voyez, a publié un mini-documentaire détaillant toute la planification de la préparation impliquée dans la capture de cette scène incroyable. Alors en effet, il y a un sujet en premier plan déjà, donc les photographes ont intégré un deuxième plan. On n'est pas que sur le plan de l'éclipse, là où tous les touristes ont dû prendre exactement la même photo. Et il y a un effet de contre-jour comme ça, avec cette montagne, et ça rend extrêmement bien. Et alors donc Ted Hesser nous explique, j'ai utilisé un Nikon D800, l'objectif 80-400 mm, et il a shooté à 400 mm. Alors, pourquoi shooter à 400 mm? Parce que, bon, ma foi, le soleil, il est extrêmement loin. Mais justement, c'est pour le rapprocher, c'est pour fausser et aplatir les perspectives. Parce que plus on va zoomer, plus le soleil qui était loin dans le ciel va se rapprocher du sujet. Et donc va paraître immense. Et va donc éclairer immensément, de manière plus puissante, le sujet. C'est pour ça que là, le 400 mm était très, très important. L'ISO était de 100. Bon, bah, voilà, hein, on est face au soleil tout de même, hein, même s'il y a une éclipse, avec une ouverture de f5.6, histoire d'avoir notre sujet bien net et de ne pas rater la mise au point, parce qu'en contre-jour, la mise au point, c'est vraiment chaud. Et une vitesse d'obturation de 1/200e seconde seulement. C'est chelou parce qu'il est à 400 mm, mais bon, il a dû pas dans la précipitation, ça dure vraiment pas beaucoup de temps pour avoir vraiment le soleil, la lune qui soit parfaitement au milieu du soleil, ça dure pas longtemps. Il dit qu'il n'a utilisé aucun filtre solaire pendant l'éclipse totale. Il a paramétré son obturateur sur une très large gamme de vitesses. Et j'ai trouvé que c'était la meilleure. Bon, il a sûrement fait ses tests. On lui fait confiance vu le résultat. Et ouais, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo parce qu'elle est vachement stylée, bien montée. Il y a des petites interviews, des petits effets. C'est vraiment sympa, c'est pas qu'un simple vlog. Et puis, on entend bien la rafale du 1D derrière, et ça, c'est vachement stylé. Ça fait vraiment une sorte de mitraillette. Par contre, ouais, le 1D, il a une bonne rafale, c'est vrai, il faut l'avouer. Mais bon, encore une fois, ça vaut pas la différence de prix de 3000 balles, hein, mais bon. Par contre, il y a un article, et ça c'est très marrant, de Petapixel qui répertorie les appareils qui ont été détruits à cause de cette éclipse. Parce que voilà, en fait, quand on dirige l'appareil photo vers le soleil et qu'on se le prend en pleine face, eh bien les rayons en fait vont être concentrés en plus par la lentille. Donc surtout ne regardez pas dans le viseur à ce moment-là. Shootez toujours en live view. Mais le problème quand on shoot en live view, c'est que le miroir se relève et du coup que les faisceaux, eh bien, ne sont plus déviés par le miroir et viennent taper directement le capteur. Et si le soleil est à pleine puissance, alors vous pouvez le faire au coucher du soleil, ça c'est moins grave. Mais si le soleil est à son zénith, ou si c'est 16 heures, je ne sais pas, s'il est encore haut dans le ciel, très jaune, eh bien vous allez défoncer votre appareil photo. Donc là, il répertorie en fait des photos qui ont été envoyées par un loueur d'appareil photo de là-bas. Alors la première photo montre une lentille de Panasonic 20 mm f1.7 qui a eu ses lames d'ouverture partiellement fondues par le soleil pendant l'éclipse. Voici d'autres équipements qui ont été brûlés, donc notamment un obturateur de 7D Mark II qui a été brûlé par la chaleur, qui a donc dépassé le rideau et qui a endommagé le capteur. Le Nikon D500 a fondu aussi son miroir sur cette image. Et enfin, cette lentille de Canon 600 mm f4L IS Mark II. Donc je vous laisse deviner le prix. Vous n'allez pas trouver, c'est plus de 11 500 $. 11 500 $ qui ont été foutus parce que ces lames d'ouverture ont complètement été détruites par le soleil, tout simplement. Donc faites attention à votre matériel et surtout, à la limite que 600 mm soit fondu, c'est pas si grave si vous avez toujours vos yeux. Parce que si vous avez regardé dans 600 mm au moment où il y avait le soleil, bah voilà, vous ne pouvez pas voir cette vidéo. De toute façon, mettez-vous au podcast. Non mais sérieusement, faites attention à vos yeux, les gars, c'est ce que vous avez de plus précieux. Citation de la semaine qui est de Helen van Hunwert. Je suis très très mauvais en allemand, encore plus qu'en anglais finalement. J'aime bien photographier quelqu'un avant même qu'il ou elle ne connaisse son meilleur profil. C'était pas une citation technique, mais c'est une citation qui, je trouve, fait ressentir des émotions. Donc j'avais envie de vous la proposer aujourd'hui. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, que vous aurez appris des choses intéressantes, marrantes. Et n'oubliez pas, avant de partir, que vous pouvez télécharger gratuitement mon livre « Comment devenir un meilleur photographe » en PDF, donc dans la description, où je vous donne plein d'astuces, justement, pour devenir meilleur en photo. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Salut à tous!